Aujourd'hui, un invité spécial a rejoint notre discussion et je suis ravi de vous présenter cette interview. Mon prochain invité est le professeur Vali Nasr. Il vient de l'université Johns Hopkins, spécialisé dans les études du Moyen-Orient et l'histoire de l'islam. En plus d'être l'auteur de l'un des livres les plus importants écrits sur l'Iran, intitulé Iran's Grand Strategy, A Political History, publié en mai 2025, professeur, bienvenue dans l'émission. Heureux d'être avec vous. Merci. Professeur Nasr, en prenant du recul face aux gros titres et à la rhétorique politique, les États-Unis et Israël ont-ils vraiment affaibli l'Iran durant cette guerre ou l'ont-ils involontairement renforcé? Eh bien, d'une certaine manière, ils l'ont renforcé. Je veux dire, bien sûr, les bombardements ont eu un impact énorme sur l'économie iranienne, détruisant de nombreuses industries. L'Iran estime que cela a coûté environ 300 milliards de dollars de dégâts à une économie qui était déjà en très mauvaise posture, même avant le début de la guerre. À tel point qu'en fait, il y a eu un soulèvement massif en Iran, en janvier avant le début de la guerre, que le gouvernement a dû réprimer de façon assez brutale, simplement pour pouvoir le contenir. Mais cela a renforcé l'Iran, dans le sens où tout d'abord, la même population qui s'était soulevée en janvier pour renverser la République islamique. Et en fait, Israël et l'Amérique pensaient qu'ils rejoindraient les combats et les aideraient à gagner. Mais ils se sont en réalité ralliés au drapeau. Ils ont réagi de façon nationaliste, voyant cela comme une guerre contre l'Iran, et non une guerre contre le gouvernement. Ainsi, la situation intérieure en Iran s'est stabilisée au profit de la République islamique. Deuxièmement, les États-Unis et Israël ont échoué dans leurs objectifs de guerre. Ils voulaient briser la République islamique, peut-être même la renverser complètement, instaurer un nouveau régime en Iran. Le président Trump imaginait en Iran un scénario à la vénézuélienne. Israël envisageait d'éliminer complètement son principal adversaire au Moyen-Orient de l'équation, à un moment où Israël affirme sa propre domination sur la région. Et ils ont échoué dans tout cela. La République islamique s'est révélée résiliente malgré l'assassinat de son guide suprême, de nombreux commandants et des bombardements massifs. Elle ne s'est pas effondrée, et ensuite, elle a riposté d'une manière qui a pris les États-Unis au dépourvu. Elle a attaqué des bases américaines au Moyen-Orient. Elle a attaqué l'économie mondiale en fermant le détroit d'Ormuz et en mettant la pression sur les marchés pétroliers. Et elle a forcé les États-Unis, la GLO, la superpuissance mondiale, et Israël, qui est la force militaire la plus puissante du Moyen-Orient, dans une impasse. C'est un peu comme si vous entriez sur un ring de boxe et que vous saviez que votre adversaire pense « Je vais mettre ce type KO au premier round ». Et maintenant, vous êtes au 8e round. Ce gars reste debout et continue de vous frapper, et la stratégie avec laquelle vous êtes entré sur le ring ne fonctionne pas. Parfois, je compare cela, pour ceux qui s'en rappellent, au combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Vous savez, l'Iran peut encaisser les coups, mais maintenant vous savez que vous êtes au 15e round. Maintenant, même si le président Trump pourrait dire « Oui, nous avons dévasté beaucoup de choses en Iran », mais la réalité, c'est qu'il n'a pas gagné la guerre. Il peut proclamer la victoire, mais son adversaire est toujours là. En réalité, c'est l'adversaire qui a forcé les États-Unis à négocier la fin de la guerre. Ce n'est pas comme lorsque l'empereur Hirohito a rencontré le général MacArthur, vous savez, pour signer un traité de reddition. C'est essentiellement l'Iran qui dit « Je ne lèverai mon emprise sur le détroit d'Ormuz que si vous levez votre blocus et me rendez une partie de mes avoirs gelés. Si vous ne voulez pas, je suis prêt à retourner à la guerre, ce que les États-Unis refusent pour diverses raisons. » Donc, dans ce sens, oui, l'Iran a gagné non seulement en survivant, mais aussi en affirmant sa position. Et en fait, même si ses voisins, les pays arabes du Golfe, sont extrêmement en colère contre l'Iran pour avoir causé tant de dégâts à leur économie et les avoir attaqués, ils sont également obligés de faire face à une nouvelle réalité. Les États-Unis ne les ont pas défendus, ou n'ont pas pu les défendre, et ils doivent donc adopter une formule complètement différente avec l'Iran. Et ce genre de modèle qu'ils avaient dans le passé, que l'Amérique, plus Israël, plus les pays du Golfe avec ses bases américaines, pouvaient d'une certaine manière maintenir l'Iran derrière la grande muraille de Chine. Pendant que vous faites des affaires dans le Golfe et que vous faites semblant de ne pas être au Moyen-Orient, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc, peu importe ce que signifie la paix dans le Golfe,
Ce que j'espère vraiment voir revenir, elle devra reposer sur un ensemble différent de relations et d'hypothèses. Et c'est une victoire pour l'Iran, parce que l'Iran a toujours voulu que cette grande muraille de Chine soit retirée pour pouvoir commercer, et ne pas faire face à 16 bases américaines pointées contre elle. Et donc, l'Iran a réussi à changer beaucoup de choses sur le terrain dans le Golfe. Et encore une fois, pour un pays en position d'infériorité, forcer la région et les États-Unis à devoir faire face à une nouvelle réalité peut être considéré comme une forme de victoire. Oui, c'est une très bonne réponse. Vous avez aussi soutenu depuis longtemps que Washington ne comprend pas vraiment l'Iran. Quelle est la principale chose que les décideurs américains comprennent encore mal dans la façon dont Téhéran voit le monde? Pour dire la vérité, les États-Unis n'ont évidemment pas d'ambassade à Téhéran. Il n'y a donc pas d'informations diplomatiques directes. Les responsables américains rencontrent très rarement des Iraniens. C'est très rare, comme à Islamabad entre le vice-président Vance et des responsables iraniens, ou entre Steve Witkoff et le ministre des Affaires étrangères iranien. C'est très rare. Donc ils ne comprennent pas vraiment l'Iran. Et puis l'Iran a une structure politique très très compliquée. Ce n'est pas comme les pays arabes où l'on peut dire, d'accord, il y a un Mohammed Ben Salman, un émir du Qatar. On sait exactement à qui on s'adresse. Un président, Sisi. Le système iranien a plusieurs centres de pouvoir avec des opinions différentes. Nous ne comprenons pas vraiment comment ils se font concurrence les uns aux autres. Comment se chevauchent-ils? Qui détient le plus de pouvoir? Est-ce qu'il y a réellement une compétition pour le pouvoir? C'est un peu comme le terme anglais. C'est comme une cour byzantine en quelque sorte. Donc c'est très opaque pour nous. Deuxièmement, nous en sommes venus à voir l'Iran à travers quelques prismes très réducteurs qui, en particulier dans cette guerre, ont détourné notre attention. L'un de ces prismes consiste à voir l'Iran comme une théocratie. Ces types sont des idéologues religieux à l'esprit embrouillé. Et comme le dit le secrétaire Rubio, ils sont apocalyptiques. Ils parlent presque d'eux comme s'ils étaient dépourvus de raison, irrationnels. Et ce genre de point de vue n'explique pas comment ils ont pu mener une guerre comme ils l'ont fait contre les États-Unis. Cela suggère qu'ils sont calculateurs, technocratiques, capables. Et vous savez, ce n'est pas ce que vous voyez. Je veux dire, si vous regardez les mêmes vidéos que l'Iran a publiées, comme les mêmes Legos vus par beaucoup, ça ne ressemble pas vraiment à des gens qu'on qualifierait d'idéologues de la fin du monde. Deuxièmement, nous en sommes venus à voir l'Iran de façon très réductrice, comme un tout petit groupe de responsables gouvernementaux face à une population iranienne très en colère. Donc c'est très simple en quelque sorte. Un mauvais gouvernement qui ne compte peut-être que quelques milliers de personnes et 89-90 millions d'Iraniens en colère, et c'est aussi beaucoup trop simpliste. Et donc, si vous partez avec de mauvaises hypothèses, ou une mauvaise image de votre adversaire, vous allez vous tromper. Si vous ne comprenez pas quelles sont réellement leurs forces et leurs faiblesses, et aussi comment ils voient le monde et comment ils calculent, vous allez forcément penser, comme le président Trump l'a fait, que vous savez, ces gars-là vont tomber du pouvoir en 5 jours. Une simple poussée suffit, où il manque de logique ou de rationalité. Oui, c'est une réponse vraiment bien formulée. Je crois que de nombreuses erreurs de la politique étrangère américaine viennent d'une mauvaise compréhension de l'adversaire. Et vous savez, on peut clairement le voir, comme vous l'avez mentionné plus tôt, Trump pensait que ce serait comme le Venezuela, n'est-ce pas? Intervenir très rapidement, potentiellement gagner la guerre en 5 jours et repartir en vainqueur. Je ne pense pas que les États-Unis, ou du moins Trump, imaginaient que nous en serions là à la mi-juin. Ma prochaine question, professeur, porte sur votre livre « La grande stratégie de l'Iran ». Et si l'on regarde où nous en sommes aujourd'hui, les dirigeants à Téhéran, est-ce qu'ils envisagent, vous savez, la possibilité qu'il y ait un changement à l'avenir? Est-ce simplement une nouvelle phase d'une lutte plus longue? Je pense qu'ils considèrent cela comme une phase. Je veux dire, vous savez, la République islamique, depuis sa naissance après la révolution de 1979, il y a 47 ans, a en quelque sorte suivi une politique dont la seule mission est de se protéger des États-Unis. Ce qui est assez étrange. Mais vous savez, les pays ont des visions. La révolution elle-même ne visait pas seulement à placer l'Iran sous la bannière de l'islam, ou vous savez, de la justice sociale, etc. C'était aussi, dans l'esprit de ceux qui l'ont menée, un acte d'indépendance. C'est presque, dans ce sens, comme la Révolution américaine, où l'on disait « Nous obtenons la liberté de… » Donc, l'hypothèse des révolutionnaires était que sous le Shah, l'Iran
était une colonie de l'Amérique. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Et il libérait l'Iran des griffes de l'Amérique. Et ensuite, l'hypothèse est devenue que l'Amérique ne se réconcilierait jamais avec la perte de l'Iran et essaierait de réaffirmer sa domination sur l'Iran. Donc, le précédent guide suprême, qui a été tué par Israël et qui a dirigé l'Iran pendant plus de 36 ans, croyait fermement que le seul objectif de l'Amérique était de soumettre à nouveau l'Iran, d'en faire une colonie comme c'était le cas sous le Shah. Et donc, l'Iran doit résister à tout prix, au prix de lourdes sanctions, au prix de la guerre, quoi qu'il en coûte, il doit survivre à cela. Et cela a coûté très cher à l'Iran. Je veux dire, le pays a subi des sanctions. Beaucoup d'Iraniens n'adhèrent plus à ce genre de vision. Mais ce genre de vision est maintenant en quelque sorte ancré dans l'ADN de l'État iranien. Et les deux guerres qu'Israël et les États-Unis ont menées contre l'Iran en juin 2025, puis cette guerre qui a commencé en février, n'ont fait que confirmer cela dans leur esprit. Dans un certain sens. Tu sais, laisse-moi te donner un exemple, Cyrus. Par exemple, si tu penses à la Chine, depuis que Mao est arrivé au pouvoir en Chine. Mao, outre le communisme, l'une des idées de la révolution communiste en Chine était que la révolution communiste allait libérer la Chine du colonialisme. C'était sa grande victoire, une Chine indépendante qui tenait debout par elle-même. Mais même aujourd'hui, même si la Chine est passée du communisme au capitalisme, elle considère toujours l'Occident comme cherchant à la subjuguer, à la rabaisser. Désormais, la Chine suit une toute autre stratégie. Elle est restée discrète et n'a rien dit jusqu'à ce qu'elle devienne puissante économiquement. Les Iraniens, eux, n'ont pas adopté ce genre de stratégie. Mais tout comme dans l'ADN politique de la Chine, il y a cette méfiance envers l'Occident, cette conviction que l'Occident voudra toujours maintenir la Chine à terre, la subjuguer, la garder sous son contrôle. C'est désormais aussi ancré dans la pensée de la République islamique. Donc, oui, ils accueillent favorablement le protocole d'accord. Ils accueillent favorablement le cessez-le-feu. Ils veulent que la guerre s'arrête. Ils veulent commercer plus et gagner plus d'argent. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles, si vous voulez. Mais en même temps, ils ne pensent pas que l'Amérique en ait fini avec ça. D'abord, ils ne croient pas que l'objectif de l'Amérique de soumettre l'Iran ait disparu. Deuxièmement, ils pensent justement que, parce que l'Amérique pourrait considérer la fin de cette guerre comme étant en deçà des attentes, que c'était un revers, l'Amérique ne tolérera jamais un revers. Et déjà, nous voyons à Washington qu'il y a beaucoup de pression de la part des néoconservateurs qui disent « Non, il faut aller finir le travail. Ce protocole d'accord est horrible. » Et aussi, les Iraniens pensent qu'Israël n'est pas prêt à accepter un accord, parce qu'Israël veut la destruction de l'Iran. Il ne veut pas d'accord avec lui, il ne veut pas la paix avec lui. Et donc, les Iraniens se disent « Très bien, vous avez un protocole d'accord. » D'accord, mais ne baissez pas votre garde. Les États-Unis pourraient très bien revenir contre vous. C'est très bien dit. J'aimerais maintenant aborder la question la plus importante pour beaucoup d'Américains, celle dont on parle dans les médias actuellement. Et il s'agit des ambitions nucléaires de l'Iran. Avant la guerre, beaucoup pensaient que la pression militaire freinerait les ambitions nucléaires de l'Iran. Ma question est donc, l'Iran est-il plus ou moins enclin à chercher un moyen de dissuasion nucléaire à ce stade? Vous savez, pendant 20 ans,
entre 2003 et disons 2025, lorsque la première guerre a éclaté, l'Iran a suivi une doctrine nucléaire très particulière en affirmant qu'il voulait un programme nucléaire, mais qu'il ne voulait pas de bombes nucléaires. Et il va avoir un programme qui est transparent, il est prêt à négocier à ce sujet, il est ouvert aux inspections. Il n'a jamais suivi le modèle de l'Inde, du Pakistan, d'Israël ou de la Corée du Nord, qui consiste à accumuler secrètement du matériel pour une bombe et à l'annoncer un jour par un essai nucléaire. Et il a essayé très fort pendant 20 ans de convaincre la communauté internationale que son programme était à des fins civiles, pas à des fins militaires. Et en fait, sous l'administration Obama, il s'est avéré prêt à négocier un retour en arrière en échange de concessions économiques. Mais il a échoué dans cet effort. En d'autres termes, l'Occident n'a jamais cru que ses intentions étaient civiles. Et lorsque le président Trump est sorti de l'accord nucléaire, sa demande était que l'Iran n'ait absolument aucun programme nucléaire, 0 programme nucléaire. Maintenant, je pense que les Iraniens estiment que ces 20 années ont échoué parce que toute leur stratégie n'a apporté que des sanctions et la guerre. Cela n'a rien apporté d'autre à l'Iran. Cela n'a pas donné la bombe à l'Iran. Cela n'a pas donné à l'Iran de capacité de dissuasion. Cela n'a pas offert de protection à l'Iran. Cela n'a rien apporté à l'Iran, à part plus de sanctions, de la misère et finalement de guerre. Et donc, il y a un groupe en Iran qui demande maintenant que l'Iran se retire de tous les accords internationaux qu'il a signés sur la question nucléaire et qu'il cherche simplement à obtenir une capacité de dissuasion nucléaire. Mais la direction n'a pas pris cette décision. C'est juste qu'il y a maintenant des discussions plus ouvertes à ce sujet au Parlement, sur les réseaux sociaux, parmi les faiseurs d'opinion influents. Mais je pense que l'Iran est toujours ouvert à des négociations sur son programme nucléaire si les États-Unis sont sérieux. C'est toujours négociable. Les conditions seront différentes, peut-être meilleures à certains égards, peut-être pires que l'accord nucléaire précédent, mais cela reste à négocier. Si l'Iran voulait se doter de la bombe nucléaire, je veux dire, ce n'est pas si simple parce que cela leur prendrait du temps pour y arriver. Oui, ils ont déjà bien avancé, mais ils n'y sont pas encore. Donc oui, peut-être que dans 6 mois ou dans 6 semaines, peu importe le chiffre auquel vous pensez, ils pourraient avoir assez de matière fissile pour fabriquer une bombe. Mais ensuite, construire la bombe elle-même et la rendre opérationnelle nécessite encore 2 ou 3 ans de travail supplémentaire, voire plus. Donc ce n'est pas automatique simplement parce que vous avez les ingrédients pour une bombe. Cela ne veut pas dire que la bombe est prête à être utilisée. Et donc, mais entre maintenant et le moment où ils auront une bombe, et une seule bombe ne suffit pas, il faut en avoir une vingtaine, une trentaine pour avoir une véritable dissuasion nucléaire. Entre maintenant et l'obtention de ces 20 ou 30 bombes, le pays serait extrêmement exposé à une guerre s'il était découvert qu'il faisait cela. Et donc, parce qu'il y a 20 ans, ils n'ont pas construit secrètement une bombe comme la Corée du Nord l'a fait, ou comme le Pakistan, l'Inde, Israël l'ont fait. Et maintenant tous les regards du monde sont braqués sur eux pour détecter le moindre mouvement. Ils savent aussi que leur système a été infiltré par les services de renseignement israéliens, la CIA, les Britanniques, etc. Même à un niveau rationnel, ce n'est pas une décision facile à prendre. Quel serait le coût d'emprunter cette voie ? Plus de sanctions, plus de guerre. Peuvent-ils survivre à davantage de sanctions et de guerres avant d'obtenir la bombe ? Ensuite, comment l'utiliseront-ils pour lever les sanctions et finir la guerre ? Ou vaut-il mieux qu'ils mettent fin aux sanctions et à la guerre en négociant d'une manière ou d'une autre à ce sujet ? Donc, je pense que, vous savez, pour moi, simplifier les calculs nucléaires de l'Iran, encore une fois, c'est l'une de ces choses qui peuvent mener à des idées fausses aux États-Unis. Cet argument est fréquemment repris par ceux qui souhaitent aller à la guerre avec l'Iran, comme ceux qui voulaient la guerre avec l'Irak. Ils n'ont cessé de pousser pour détruire un programme nucléaire inexistant. Et maintenant, nous avons le même type d'argument avec l'Iran. Mais je pense que si les États-Unis voyaient les choses différemment et disaient « Écoutez, les Iraniens sont vraiment à la croisée des chemins », ils se demandent « Devons-nous emprunter cette voie pour construire une bombe ou pas ?» Si vous le voyez ainsi, vous diriez peut-être que nous pouvons influencer cette décision sans faire la guerre. Qu'est-ce que nous devons faire, la carotte et le bâton, qui pourrait réellement donner aux Iraniens une raison de conclure un accord ? Par exemple,
Si nous arrivons à un point où les Iraniens n'ont plus l'impression qu'ils pourraient être attaqués n'importe quel jour de la semaine, et où leurs dirigeants n'auraient pas l'impression de risquer d'être tués dès qu'ils montrent le bout de leur nez. Ou si nous offrons réellement à l'Iran certains avantages économiques, peut-être que cela changerait le débat à Téhéran. Donc, je ne dis pas que c'est. Cela nous oblige à y réfléchir et à élaborer une stratégie, plutôt que de simplement foncer tête baissée en se basant sur un ensemble d'hypothèses. Cela pourrait nous plonger dans une autre guerre longue et difficile au Moyen-Orient, comme en Irak. Vous savez, l'Iran a été très clair depuis longtemps sur ses intentions. Et bien sûr, nous avions un accord, vous savez, avec Obama. Bien sûr, Donald Trump a qualifié cela du pire accord jamais conclu. Mais il semble que nous aurions de la chance si nous pouvions revenir à cet accord. Eh bien, cela reste à voir car nous attendons toujours les détails de ce potentiel accord entre les deux parties. J'ai une question intéressante, professeur. Le président Trump a souvent affirmé que les États-Unis avaient en fait gagné cette guerre. Si l'on considère la victoire comme un changement de comportement de l'Iran, y a-t-il eu un véritable changement à Téhéran? Non, je veux dire, il est compréhensible qu'il veuille appeler cela une victoire. Je veux dire, le coup politique de ne pas gagner. Surtout pour un homme avec son ego et sa vision de la façon dont il devrait être perçu par les Américains et le monde. Il est difficile d'admettre autre chose que ce n'était pas une victoire. Mais si l'on définit la victoire strictement, cela signifie que nos bombes ont atteint leur cible. J'ai entendu le secrétaire à la guerre dire que nous avons coulé 3 navires, donc nous avons gagné, mais le détroit d'Ormuz reste fermé. Mais si vous y réfléchissez plus largement, oui, les États-Unis ont une capacité énorme à infliger d'immenses souffrances, non seulement à l'Iran, mais à n'importe quel pays dans le monde. Mais ce n'est pas la même chose que d'atteindre réellement vos objectifs. Le président Trump a fixé certains objectifs au début, qui n'étaient pas simplement que mes bombes vont toucher leur cible, mais que ce régime allait tomber. Ce régime va abandonner son programme nucléaire. Et ce régime va changer radicalement son comportement. Et vous savez, l'Iran va devenir quelque chose de très différent. Et il n'a atteint aucun de ses objectifs. Donc, en n'atteignant pas les objectifs même qu'il s'était fixés au départ, il n'a pas gagné. Concernant le comportement de l'Iran, à certains égards non, mais à d'autres oui. Tout d'abord, tuer le dirigeant de l'Iran signifie que vous avez une nouvelle direction en Iran. Et toute nouvelle équipe dirigeante, où que ce soit dans une entreprise ou dans un pays, signifie que vous avez affaire à des personnes différentes. Certaines personnes restent, mais la prise de décision leur appartient désormais. Donc, la nouvelle génération de commandants des gardiens de la Révolution qui a pris le relais est beaucoup plus agressive et belliciste que ceux qu'Israël a tués. Alors que la génération précédente essayait de ne pas, vous savez, d'être modérée dans sa réponse aux États-Unis. Cette nouvelle génération pense que la seule façon de dissuader les États-Unis n'est pas œil pour œil, mais plutôt une tête pour un œil. C'est pourquoi nous voyons ce genre d'agressivité dans le Golfe, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis des bases américaines, etc. Donc, il y en a eu. Il y a eu un changement de régime en Iran, mais pas du genre que le président Trump avait imaginé. Et puis, fondamentalement, la République islamique n'a pas disparu. L'Iran n'est pas soudainement devenu un nouveau régime pro-américain, vous savez. Le programme nucléaire reste un casse-tête pour les États-Unis, d'où leur volonté d'en discuter. Et les États-Unis ont fini par donner à l'Iran un atout majeur, sous la forme du détroit d'Ormuz, qu'ils n'avaient pas auparavant. L'Iran a ainsi compris qu'il pouvait réellement mettre la pression sur l'économie mondiale, et en gros, poser ses conditions. Et il a aussi la capacité de peut-être nuire à l'économie mondiale en mer Rouge également, grâce à ses alliés, les Houthis. Et donc, l'Iran ne disposait d'aucun de ces moyens auparavant. Et maintenant, il les possède aussi. Donc je pense que la prétention à la victoire n'est pas correcte. Et en fait, c'est pour cela que le président Trump a été si mal à l'aise jusqu'à présent pour signer ce protocole d'accord qu'il s'est approché du bord, puis a reculé. Parce qu'au final, le simple fait de signer le protocole d'accord est un aveu qu'il n'a pas obtenu une victoire totale par les bombardements aériens ou par le blocus économique. Il doit donc maintenant s'asseoir et parvenir à un accord avec les Iraniens. Oui, pour notre public, je pense qu'après le début de la guerre, on a entendu beaucoup de promesses de Donald Trump, n'est-ce pas?
L'élimination complète de l'uranium enrichi, la fin de la production de missiles par l'Iran, la fin du soutien de l'Iran à d'autres groupes dans la région, le changement de régime, la liberté pour le peuple iranien, la reddition sans condition. Ce sont toutes les choses qui ont été promises, vous savez, par Donald Trump. Et comme vous venez de le mentionner, il n'y en a pas une seule qui ait réellement été accomplie jusqu'à présent. Oui, les États-Unis frappent très bien des cibles, c'est vrai. Mais comme vous l'avez dit, cela n'apporte pas forcément une victoire. C'est exact. Oui, très intéressant. J'aimerais maintenant parler de la Chine. Question intéressante. Si l'Iran conclut de plus en plus que les États-Unis déclinent dans la région, cela incite-t-il Téhéran à se rapprocher de la Chine dans ce nouvel ordre multipolaire? Oui, je veux dire, il faut aussi voir dans quelle mesure la Chine est prête à s'y engager. Et aussi, la Chine a une relation très compliquée avec le Moyen-Orient. Contrairement aux États-Unis, sa relation n'est pas principalement militaire ou sécuritaire. Sa relation est principalement axée sur l'énergie et l'économie. Elle a des relations et des intérêts commerciaux et des affaires en Iran, mais elle a aussi des intérêts commerciaux et énergétiques aux Émirats arabes unis, avec le Qatar. Les motivations chinoises au Moyen-Orient diffèrent fortement de celles des États-Unis. L'Amérique veut que tout le Moyen-Orient devienne ennemi de l'Iran et travaille avec les États-Unis, voire construise des alliances avec Israël pour créer une OTAN du Moyen-Orient contre l'Iran. Les Chinois souhaitent que les Iraniens et les Arabes s'entendent pour commercer avec eux deux. Et c'est pourquoi ils ont, par exemple, il y a quelques années, joué un rôle si important dans la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. N'est-ce pas? Donc, leur motivation n'est pas de contenir l'Iran ou de pousser les Arabes à combattre l'Iran. C'est l'inverse. Si vous vous entendiez, nous ferions de meilleures affaires. Nous ne voulons pas avoir à choisir. Exactement. Cela limite ce que l'Iran peut faire avec la Chine, car les Chinois refusent de vendre certains produits si l'Iran veut les utiliser contre les Émirats arabes unis. Nous ne vous donnerons ces choses que si vous faites cela. Mais je pense qu'au moins la motivation en Iran de se rapprocher de la Chine économiquement, mais aussi technologiquement, a augmenté. Dans un sens, l'Iran a également observé les performances des équipements militaires chinois lorsque le Pakistan les a utilisés contre l'Inde. Et donc, l'Iran a un intérêt à une collaboration plus approfondie avec la Chine. Et puis, vous savez, en partie, le Moyen-Orient est peut-être une région du monde où les États-Unis ont dominé et où la Chine a été une présence secondaire, contrairement, disons, à l'Asie du Sud-Est. Et maintenant, la diminution de l'influence des États-Unis crée finalement de l'espace pour que la Chine intervienne. Je veux dire, oubliez l'Iran. Si vous êtes assis dans un pays du Golfe, vous diriez « Pendant 40 ans, j'ai investi dans cette relation avec les États-Unis, en achetant des armes, en leur donnant des bases, tout cela, en partant du principe que les États-Unis sont capables de me défendre. J'ai constaté que la présence américaine ici non seulement ne m'a pas protégé, mais a en plus amené une guerre que je ne voulais pas. En d'autres termes, ce n'était pas une guerre que les États-Unis ont menée parce que l'Iran a attaqué les Arabes, et que, par conséquent, les États-Unis les défendaient. C'était une guerre choisie par les États-Unis et Israël, qu'ils ont décidé de mener depuis des bases situées dans les pays arabes, ce qui a ensuite entraîné des représailles iraniennes. Donc, si vous êtes assis dans ces pays arabes et que vous vous demandez « Que dois-je faire pour me protéger à l'avenir ?» Si je ne peux pas compter sur les États-Unis pour m'offrir une sécurité adéquate, peut-être que je dois prendre des précautions. Peut-être que je dois diversifier mes options. Oui, je continuerai à acheter du matériel aux États-Unis et à leur accorder des bases, mais je devrais peut-être aussi resserrer mes liens de sécurité avec la Chine. Donc je pense que l'autre aspect de cela est important. Je pense qu'une partie de l'influence de l'Amérique sur le monde arabe, en particulier sur les pays du Golfe, s'est maintenant relâchée. Je ne dirais pas que c'est parti. Mais vous savez, il y a maintenant un plus grand fossé de méfiance, et il y a maintenant plus d'anxiété. Il y a beaucoup de colère contre l'Iran pour les avoir attaqués. Mais la colère n'est pas une stratégie de sécurité. En fin de compte, il faut se demander, comment protéger mon pays? Oui, l'Iran est mauvais, maléfique, agressif. C'est un fait. Comment est-ce que je me défends? Dans cette guerre, l'Amérique s'est révélée moins que satisfaisante, vous savez. Alors parlons aux Russes, parlons aux Chinois.
Et je pense que cela profitera certainement aussi à la Chine. Je pense que vous avez en quelque sorte répondu à ma prochaine question, mais je voudrais juste en reparler un peu parce que c'était une question importante. Vous savez, comme vous l'avez mentionné, pendant des décennies, les États du Golfe ont fortement compté sur les garanties de sécurité américaines. Cette guerre a-t-elle fondamentalement changé la perception de l'Iran et des États-Unis par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres? Je veux dire, voyez-vous une situation ici où potentiellement les États-Unis vont simplement avoir moins d'influence dans la région parce qu'en fait, toute leur stratégie a été mise à nu? Oui, je pense que oui. Je pense que, vous savez, chaque pays veille finalement à ses propres intérêts nationaux. Il doit assurer la sécurité de sa population, de son économie, et veiller à ses intérêts nationaux. Il définit qui sont ses ennemis, puis quelle est sa stratégie pour gérer ses ennemis. Oui, on peut dire que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis voient désormais l'Iran comme un voisin ou adversaire extrêmement dangereux. Mais leur théorie sur la façon de gérer un voisin dangereux doit changer. Et il est donc déjà évident que certains d'entre eux, pas tous, mais certains, essaient de trouver des moyens de rendre l'Iran moins menaçant pour eux. Je veux dire, si vous ne pouvez pas compter sur votre propre défense, vous ne voulez pas que l'attaque ait lieu. Donc, vous verrez que même si l'Iran a attaqué le champ gazier du Qatar pendant cette guerre, le Qatar a joué un rôle très important dans la conclusion de ce protocole d'accord. Ils comprennent désormais que la paix au Moyen-Orient ne signifie pas que l'Amérique fasse la guerre à l'Iran. La définition de la paix au Moyen-Orient, c'est la paix au Moyen-Orient. Et la paix signifie que si les hommes d'affaires du monde entier veulent revenir dans le Golfe, ils doivent croire qu'il n'y aura plus de guerre. Et donc, il faut un protocole d'accord. Il faut un accord. Les Saoudiens ont également soutenu cet accord en appuyant le rôle du Pakistan dans la médiation. Même les Émirats arabes unis, qui ont été assez agressifs dans leur réponse aux attaques de l'Iran, avaient appelé le président Trump pour plaider en faveur de l'absence de nouvelles attaques contre l'Iran. Vous devriez avancer avec le protocole d'accord. Donc, aucun d'entre eux, en fait, dès le début, n'a réellement adhéré à l'idée du président d'attaquer l'Iran. Lors de sa première visite d'État après son élection, le président Trump s'est rendu dans les pays du Golfe, où les trois principaux dirigeants d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar lui ont affirmé ne pas vouloir de guerre. Que s'il y a de l'argent à gagner dans le Golfe, il doit y avoir la paix dans le Golfe. Ils pensèrent l'avoir convaincu jusqu'à ce qu'il soutienne l'attaque d'Israël contre l'Iran en juin. Malgré un lobbying intense pour éviter la guerre, il l'a lancé quand même. Donc en fait, dès le départ, indépendamment de leurs sentiments envers l'Iran, ils ne pensaient pas que la guerre était bonne pour eux. Cette guerre allait vraiment changer le régime et serait destructrice. Ils avaient raison. Ils ont affaire à un protecteur qui ne les a pas écoutés et qui a suivi la voie qui a causé de grands dégâts à l'économie du Golfe. Économie des services, de l'énergie, tout cela, non? Et maintenant, la confiance dans le jugement des États-Unis n'existe plus. La confiance dans le fait que les États-Unis prendraient en compte leurs meilleurs intérêts lorsqu'ils prennent des décisions dans la région n'existe plus. Donc je ne veux pas dire qu'il existe une réponse toute faite pour eux, mais c'est une période de remise en question. Et à mesure que la guerre, que le brouillard de la guerre se dissipe, ils vont réellement assimiler ce qui s'est passé pendant ces 100 jours. Et ensuite, ils devront élaborer une toute nouvelle théorie de la défense. Et j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas une seule réponse du Golfe. Je veux dire, l'un des résultats de cette guerre, c'est cette conception que nous avions qu'il existe une seule région du Golfe. Il y a l'Iran, puis le Golfe. Et que vous savez, cette chose qu'on appelle le CCG, c'est un peu comme une mini-OTAN. Je ne pense pas que ce sera la réalité à venir. Certains penseront que pour se protéger, il vaut mieux renforcer leurs liens avec l'Iran. Il y en a qui voudront renforcer leur posture militaire face à l'Iran. Il y en a qui vont se tourner vers la Chine. Certains, comme les Émirats arabes unis, pourraient davantage se rapprocher d'Israël et des États-Unis. Donc chacun d'eux va calculer, vous savez, comment il va faire face à cette nouvelle réalité que cette guerre a engendrée. Professeur, cette conversation a été fantastique. Je dois vous poser une dernière question. Je pense que vous y avez déjà un peu fait allusion, mais imaginons que l'on avance de 5 ans dans le futur. Quand les historiens regarderont en arrière vers 2026, diront-ils que c'est l'année où l'Iran a été contenu ou l'année où le Moyen-Orient est entré dans un nouvel équilibre des pouvoirs? Je pense que c'est la seconde option.
le Moyen-Orient connaît un nouvel équilibre des pouvoirs depuis l'attaque du Hamas contre Israël. Cela a déclenché une série d'événements, depuis l'attaque elle-même jusqu'à la réponse d'Israël, la guerre de Gaza, l'effondrement du Hezbollah, le changement de régime en Syrie, les 2 guerres avec l'Iran, qui ont considérablement modifié tous les calculs du statu quo dans la région. Les États-Unis ont mis du temps à faire face à cette nouvelle réalité, mais maintenant, ils se rendent vraiment compte qu'un nouvel ordre est en train de se former. Cette guerre en particulier a été suffisamment importante pour changer tout ce qui concerne la région. Mais c'est aussi plus que cela, Cyrus. Les historiens vont se pencher sur ce moment où cette guerre a changé l'influence et la position mondiale de l'Amérique. C'est presque un moment vietnamien, presque un moment de Suez pour la Grande-Bretagne. En d'autres termes, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, les États-Unis, au sommet de leur confiance en eux sous Trump, qui se croyaient invincibles, dictaient essentiellement au monde que l'Amérique domine tout, se sont attaqués à un adversaire plus faible et ont rencontré les limites de la puissance américaine, à moins d'une invasion terrestre de l'Iran, bien que même cela n'aurait peut-être pas donné de résultat. Et donc, il y a des conséquences mondiales à cela, pas seulement des conséquences pour le Moyen-Orient. Je veux dire, nous avons déjà vu cela se refléter lors de la visite du président en Chine. C'était bien moins que ce qui avait été prévu. Il était littéralement reparti sans rien, à part s'être fait sermonner sur Taïwan en gros. Je veux dire, c'était le grand message qui en est ressorti. Ou bien c'est le choc que l'économie mondiale a subi qui va attirer l'attention. Il allait falloir du temps aux entreprises, aux pays, etc. pour voir comment cette guerre les affectait. Donc je pense que l'influence américaine, le prestige américain, la position stratégique des États-Unis vont être mis à mal par l'issue de cette guerre. Les États-Unis vont être perçus comme moins sages dans la gestion des affaires mondiales et comme moins capables d'atteindre leurs objectifs stratégiques. Et les amis comme les ennemis des différents pays vont revoir leurs calculs sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et dans 5 ans, nous verrons, pour le meilleur ou pour le pire, cette guerre comme un moment charnière pour le monde. Eh bien, professeur, ce fut vraiment une interview absolument fascinante. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos analyses incroyables et pour votre temps. Je suis sûr que nos invités vont adorer cela. Où pouvons-nous retrouver davantage de vos travaux et comment pouvons-nous vous suivre sur les réseaux sociaux? Nous allons nous assurer de partager tous ces liens, mais dites simplement à notre public ici comment nous pouvons continuer à vous suivre. Donc, je suis sur X et Instagram sous le nom de Vali Nasr. Et vous savez, je publie aussi tous mes travaux, interviews et publications là-bas. Et ils sont également facilement disponibles si on les cherche sur Internet aussi. Et évidemment, Comme vous l'avez dit, mon dernier livre, La grande stratégie de l'Iran, aborde plusieurs de ces thèmes. oui, ce livre m'a été fortement recommandé par de nombreuses personnes et je pense que c'est, vous savez, devenu en quelque sorte le meilleur livre de référence que l'on puisse lire sur l'Iran, surtout à l'heure actuelle. Donc, félicitations pour le succès de ce livre. Et encore une fois, nous allons mettre les liens vers toutes les publications du professeur Nassar. Ainsi, vous pourrez continuer à le suivre. À tous, je m'appelle Cyrus. Merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui sur YouTube et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour notre prochaine interview.